Bonjour et bienvenue pour notre second rendez-vous de la filière de sécurité. Christian, bonjour. Bonjour Mélanie. Alors aujourd'hui, notre invité, Stéphane Schmoll. Bonjour. Bonjour Stéphane, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous intervenez aujourd'hui dans le cadre de votre fonction de président de la commission stratégique du SIX et vous êtes également directeur général d'Everywhere, une PME engagée sur le secteur de la sécurité. Messieurs, aujourd'hui, nous allons échanger ensemble sur le rôle, le travail de cette commission stratégique que vous présidez. Nous reviendrons aussi sur des sujets clés et essentiels, je pense notamment à la politique industrielle. Et puis, nous bénéficierons aussi de votre double casquette aujourd'hui pour prendre en compte et savoir quelle est aujourd'hui la vision des PME de cette filière en structuration. Alors, au sein de la filière, on parle beaucoup de la structuration de l'offre, mais on parle relativement peu de la structuration de la demande de la part des clients, des pouvoirs publics, des grands groupes. Comment vous comptez aborder cette question ? Eh bien, la question a déjà été abordée dans les 2 premières années de la feuille de route du COFIS, de la filière, sous forme de ce qu'on appelle l'expression du besoin, parce que la demande, c'est la résultante de l'expression d'un besoin. Or, l'expression du besoin a été faite, assez correctement d'ailleurs, par les opérateurs d'importance vitale, sous l'égide de la filière. Par contre, on l'attend toujours en ce qui concerne les administrations. Donc, on n'a pas d'expression de besoin claire là-dessus. C'est un petit peu embêtant. Une des raisons de cet état de fait, probablement, c'est que les pouvoirs publics, notamment dans les ministères régaliens qui s'occupent de sécurité, l'intérieur, la justice, n'ont pas beaucoup l'habitude d'exprimer des besoins. Ils expriment plutôt des demandes de solutions. Donc, ils se basent sur l'existant. Et ça, c'est pas propice à, je dirais, à exprimer sous forme d'un besoin qui serait ouvert à des solutions innovantes, des PME, des grands groupes, des académiques, pour résoudre des besoins fondamentaux. L'autre raison, c'est que le Code des marchés publics, qui souvent est ce qui régit la passation de marchés pour répondre aux besoins, eh bien, est pas très adapté à l'introduction de solutions innovantes. Il a également tendance à faire des cahiers des charges reposant sur des solutions existantes. Alors, au sein de cette filière, la politique industrielle est un sujet clé. Du point de vue de l'extérieur, cela paraît assez flou. Alors, nous avons la chance de vous avoir pour nous expliquer de l'intérieur comment ça se passe. Ce que l'on aimerait savoir aujourd'hui, c'est quelles sont vos recommandations et concrètement, vers quoi faut-il se diriger pour que ça marche concrètement ? Alors la politique industrielle, c'est un gros mot. En tout cas, ça l'a été pendant quelques décennies. C'était à la mode dans les années 70. Ensuite, ça a été banni pour différentes raisons. Aujourd'hui, ça revient parce qu'il y a un problème général d'efficience. C'est-à-dire l'ensemble de la collectivité, l'État, les administrations, les entreprises académiques investissent du temps, de l'argent dans des actions. Et quelque part, il doit y avoir un retour sur investissement pour l'intérêt général, ce qui n'exclut pas la satisfaction des intérêts particuliers. Alors avant de parler de la politique industrielle, il faut d'abord se souvenir de ce que sont les objectifs de la filière. Pourquoi on a fait une filière de sécurité? Pourquoi faire? Il y a 2 besoins fondamentaux qui ont été exprimés. On revient sur l'expression des besoins. Le premier, c'est d'assurer la satisfaction des besoins de l'État, des collectivités territoriales, de certaines entreprises en matière de sécurité, et de façon efficiente et puis durable. Et la seconde, c'est de permettre, à travers ce genre d'action, de créer des emplois avec les entreprises françaises et de la valeur ajoutée qui puisse être exportée dans d'autres pays, comme le font les pays déjà engagés dans des filières de sécurité. Ça, ce sont les fondamentaux de la filière. Donc, toute politique industrielle doit, je dirais, servir les objectifs de la filière. Ce sont les objectifs. Alors, une politique industrielle, ça doit se baser naturellement sur une vision à long terme, dans un premier temps. Et pour avoir une vision à long terme, il faut aussi avoir des scénarios dynamiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire l'histoire sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. On ne sait pas ce qui va se passer en matière de menaces, en matière de risques, en matière d'acteurs sur l'échiquier mondial. Donc la France doit se positionner là-dessus, mais il faut être capable de réagir de façon souple. Et ensuite, de décliner ça en action à court et moyen terme sur un certain nombre de registres. Alors pour être très concret, je dirais, sur ce que revêt une politique industrielle, en tout cas au sens de notre commission, je vais vous donner 5 exemples concrets. Le premier, c'est le fléchage. Le fléchage, on pourrait résumer en disant, c'est la chasse au gaspillage.
chasse au gaspille, dans les travaux des académiques, dans les subventions des différents organismes et ministères, dans le travail des ingénieurs, dans le travail des commerciaux, c'est qu'on puisse mettre en cohérence, je dirais, cette feuille de route en termes de politique industrielle avec les actions qui sont dedans, notamment sur les actions de recherche et développement. Les actions de recherche et développement, c'est du temps passé. Si ça ne correspond pas à des objectifs, il ne faut pas les faire, ou alors il faut les faire ailleurs. Si par contre on décide qu'il faut investir dans des cycles de R&D qui sont pour ce qui est technologique de l'ordre d'au moins 7 ans, hein, entre les premiers tours de roue des technologies et puis le développement industriel en vraie grandeur, hein, ce qu'on appelle les TRL élevés, 9, 10, il y a 7 ans, parfois 10 dans certaines solutions et technologies. Donc pour ça, il faut que tous les guichets et les organismes qui aident par l'assemblage des acteurs ou par le financement ou la participation au financement des projets à avancer, le fassent en cohérence avec la feuille de route et la politique industrielle. Donc il y a là-dedans, vous avez la BPI France, hein, vous avez les FUI du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, vous avez l'Agence nationale de la recherche, vous avez le PIA. Tout ça doit être cohérent avec des feuilles de route qui soient superposables ou en tout cas qui soient compatibles pour pouvoir chasser le gaspillage. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième exemple que je voulais mentionner, c'est peut-être un des plus audacieux, c'est le périmètre public-privé. Aujourd'hui, on travaille dans une sorte de cadre il y a des missions régaliennes qui sont celles de l'État, voire de certaines collectivités, des polices municipales et tout. Vous avez des entreprises qui sont là pour faire des choses, les vendre, etc. Et puis entre les deux, il y a un mur, c'est-à-dire que traditionnellement, depuis toujours, dans ce pays, l'État a un périmètre régalien qui se traduit d'ailleurs par la photo qui a été faite de la filière. On a dit, ben, tiens, il y a 300 000 personnes qui travaillent dans les entreprises, sur la sécurité, et puis à leur côté public, quand on regarde, il y en a 700 000. 700 000. Bon, 700 000 personnes versus 300 000, mais les 700 000, elles viennent aussi, elles coûtent de l'argent, elles ont une certaine efficience, ça participe, je dirais, des déficits publics, des 57 et quelques % du PIB qui est dans le secteur public, et avec une efficacité qui n'est pas forcément meilleure que dans d'autres pays qui n'ont pas du tout ces ratios-là. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause certains dogmes assez anciens par un principe de réalité qui serait de dire certaines des missions dites régaliennes peuvent effectivement rester régaliennes, mais recourir à des effecteurs, comme disent les gens savants, c'est-à-dire des gens qui déroulent ces missions, qui viennent du privé. Alors on voit déjà ça dans le gardiennage, la sécurité des biens et des personnes. On pense que ça pourrait également être étendu, comme ça se fait dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, dans l'aide à l'enquête, dans le renseignement, dans le traitement des informations, dans je dirais un certain nombre de choses, pourquoi pas dans l'assistance à la justice, hein, sans aller rechercher Joss Randall et Sarah Winchester. On pourrait faire des choses qui permettent de soulager l'État, et les entreprises pensent que dans certains cas, elles peuvent le faire avec moins de TP, en utilisant un peu plus de technologies innovantes notamment. C'est-à-dire que globalement, macroscopiquement, l'efficacité ou l'efficience pour l'intérêt général du système français sera meilleure si une partie de ces missions sont confiées sous forme d'effecteurs à des entreprises privées. Ça, c'est un des chantiers de politique industrielle que l'on va commencer à adresser. Troisième exemple, l'évaluation économique. Alors, la question, c'est de savoir qui doit investir quoi, combien, quand et sur quoi. Aujourd'hui, on a, je dirais, en matière de sécurité, tendance à travailler dans des temps courts, en réaction avec l'événement. Notamment, on l'a vu quand il y a des menaces qui deviennent effectives, des attentats, des choses comme ça, mais également pour d'autres domaines de la sécurité. Et on est toujours dans la réponse impulsionnelle, on est rarement dans la planification. D'ailleurs, les ministères régaliens de sécurité, l'intérieur, la justice, ne sont pas très versés dans la planification stratégique. C'est un petit peu le contraire de ce qu'on voit dans la défense, où dans la défense, il y a depuis des décennies une organisation du système avec l'État, avec les industriels, avec les chercheurs, qui permettent de faire de la planification longue. Mais dans la sécurité, ça n'existe pas encore.
et donc ce serait intéressant de le faire, mais en décidant combien on investit, qui investit et quand, que ce soit l'industrie, que ce soit le secteur public, que ce soit les assureurs, dont on parle rarement en matière de sécurité, alors que l'on voit très bien aujourd'hui que lorsqu'il y a, je dirais, des problèmes, que ce soit au niveau des catastrophes industrielles, ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, qui n'ont rien de catastrophique au sens mathématique, ou que ce soit dans les attentats, aux biens et aux personnes, eh bien, le coût de résilience, le coût des dommages peut être incommensurable par rapport à ce qu'on aurait pu investir pour éviter une partie de ces catastrophes, de ces soi-disant catastrophes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'il y ait une évaluation qui soit faite avec l'État, les entreprises, les assureurs, les collectivités territoriales. Et puis, le quatrième point, c'est la mutualisation. Eh bien, on aime bien en France faire des choses franco-françaises. On aime bien défendre je dirais, des idées françaises. Alors oui, on a fait le Concorde avec les Anglais, on a fait le TGV, on a fait la fusée Ariane, on a fait tout ça, on est très contents. Sauf que c'était quand on était riche, quoi, et quand on avait le temps. Bon, aujourd'hui, le monde s'accélère, il est mondialisé, je vais rentrer dans les tartes à la crème, et on s'aperçoit que l'Europe a pris une dimension considérable. Donc je pense que c'est important que la France, qui adore les postures de souveraineté, décide, d'abord vérifie qu'elle ne peut plus tout faire, et même globalement, même en faisant travailler les entreprises, et décide qu'est-ce qui doit être du domaine absolument de la souveraineté nationale, avec les fameuses technologies dites critiques qui en découleraient, qui ne les précéderait pas, et qu'est-ce qui peut se reposer sur des partenariats et même des politiques industrielles au niveau européen, voire davantage, voire au niveau international dans certains cas. Je pense à la lutte contre le terrorisme. Alors on a, nous, des industriels qui sont, je dirais, impliqués dans les projets européens déjà, je pense au programme FP7 et puis maintenant Horizon 2020. Bon, ça, on est plutôt content parce qu'en matière de sécurité, le programme Horizon 2020 a un spectre qui couvre à peu près, je dirais, tous les domaines de la sécurité. Il y a d'ailleurs des appels à projets, des thématiques qui restent orphelines parce qu'il n'y a pas de proposition. Donc ça veut dire que l'expression de besoin, elle est là au niveau européen, mais par contre l'offre n'est pas toujours en ordre de bataille. Les industriels y passent du temps. Ils passent de l'argent, ils passent de l'investissement pour se positionner là-dedans. Et les Français, on ne les voit pas beaucoup, ils ne sont pas très bons. On est en train de perdre du terrain vis-à-vis notamment des pays du sud de l'Europe qui, elles, ont décidé, politique industrielle, que c'était là qu'il fallait se positionner sur les thèmes européens, pas seulement pour avoir des subventions européennes pour compenser le manque de fonds nationaux, mais également pour être dans le business. Parce que c'est là que se décident les systèmes de demain qui vont permettre aux entreprises de faire du business. Or, nous, on est beaucoup sur des chantiers nationaux. Et pendant que les entreprises, notamment les PME, sont en train d'essayer d'aller à Bruxelles, elles ne peuvent pas être sur les chantiers nationaux. Et si elles travaillent sur les chantiers nationaux, qui parfois donnent des éléphants blancs d'ailleurs parce qu'ils ne sont pas compatibles avec le reste du monde, donc invendables, inexportables, et déjà qu'on a mal à les faire marcher en France, ils ne peuvent pas être sur les chantiers bruxellois. Donc ça explique qu'on soit un petit peu en décalage. Les PME ne peuvent pas être au four et au moulin, et d'ailleurs les grandes entreprises non plus, et même les services de l'État, donc le système européen appelle de ses voeux en tant qu'utilisateurs dans les projets européens, eux aussi, ils ne peuvent pas être au four et au moulin parce qu'il y a peu de personnes dans le système étatique qui vont passer du temps sur les projets européens. Et donc tout ça est quelque chose qu'il faut réformer en allant vers plus de mutualisation. Il y a des thèmes qui, c'est sympathique de les avoir au niveau de la souveraineté nationale, mais il faut se poser la question. Je peux en donner 3 comme exemple. Vous avez l'identité numérique. On ne voit pas comment, je dirais, l'identité numérique ne peut pas être interopérable. Et donc, si on veut que ce soit interopérable entre les pays avec des systèmes d'identité différentes, ça va être une usine à gaz. Bon, déjà, on peut se poser des questions. Ensuite, il y a la lutte contre le terrorisme, avec des systèmes, des moyens, des politiques pénales qui soient interopérables ou compatibles entre les différents pays. Il y a les migrants, il y a toutes ces questions-là sur lesquelles il est évident que la France ne peut pas dans son coin, pas plus que l'Allemagne ou l'Italie ou d'autres, faire ses propres solutions. Donc il faut, je dirais, accepter la subrogation d'un niveau européen auquel on participe, dans lequel la France a sa voix, pour arriver à faire des solutions qui reposent sur plus d'investisseurs, plus de gens intelligents, plus d'instructions, plus d'aspects juridiques, etc. Troisième exemple, c'est la protection des données personnelles, avec l'avènement du nouveau règlement de protection.
il est évident qu'il n'y aura plus des spécificités nationales en pagaille comme il y en a eu avant. On a été pionnier là-dessus d'ailleurs. D'ailleurs, ce sujet européen repose sur un investissement assez tôt de la France dans les années 70 pour être en pointe là-dessus. Donc il faut s'en féliciter. Hein. Mais tout ça, c'est des sujets sur lesquels il faut jouer la mutualisation et pas faire des éléphants blancs au niveau national. Cinquième exemple, et dernier que je voulais donner, l'évaluation. L'évaluation, je veux dire, il faut que lorsqu'on investit dans des actions, dans des plans de politique industrielle, comme dans n'importe quel plan, il faut mesurer si on est sur les rails ou si on est en train de dérailler. Et en prenant en compte les évolutions du contexte, du système, etc. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a mis déjà pour la gestion du pays en place, il y a pas mal d'années, hein, pour la modernisation de l'État, on a décidé que l'État devait être géré, d'ailleurs c'est les agences de notation qui nous ont conduites sous forme de loi organique de finances, hein, avec des évaluations parlementaires, etc. On a décliné, c'est une forme de politique industrielle, les actions des ministères, notamment sous forme de missions, de plans d'action à évaluer, avec des critères d'évaluation. Et tout ça, j'allais dire, c'est assez peu pratiqué. Ou en tout cas c'est pratiqué par quelques technocrates dans le coin, mais pas du tout utilisé ni par les politiques véritablement qui font ça un peu comme une corvée, et surtout pas par les industriels qui travaillent avec eux. Il faut mettre en cohérence l'évaluation de la politique publique avec également l'évaluation des organes industriels comme ceux que le SIX représente, pour faire en sorte que on voit si l'investissement qui est en train d'être fait, sur le court et le moyen terme notamment, eh bien, on est dans les clous ou bien on est en train de dérailler, que les indicateurs montrent qu'on n'atteint pas. Je parlais de la création d'emplois, je parlais de la satisfaction des besoins, je parlais des économies. Si on ne les voit pas dans les indicateurs, ce n'est pas la peine de se mettre des politiques. Pas de politique. Alors, justement, là, vous nous avez décrit, je dirais, un énorme programme, et à la fois, je dirais, les contours de nombreuses difficultés. Est-ce que finalement, la filière elle-même, dans son rapport avec l'État, vous semble bien dimensionnée pour faire ce travail et arriver à quelque chose de concret sur les 5 points que vous avez mentionnés? Ouais, pour compléter peut-être ce que vous venez de préciser, Christian, est-ce que en 2 mots très concrètement, quelle est l'impulsion que vous attendez aujourd'hui pour aller plus loin dans ces 5 chantiers? Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est très ambitieux. En 2 mots, qu'attendez-vous et puis, quelles sont vos recommandations pour justement faire que ça aboutisse? Alors d'abord, ces 5 chantiers sont des 5 exemples, hein, on pourrait en citer d'autres, mais je pense qu'on a aujourd'hui, je veux dire, on a tout ce qu'il faut sur la table. Donc il ne manque plus que de la volonté et de la bonne volonté pour avancer. Heureusement, il y a, je dirais, notamment depuis la création de la DEMIS au ministère de l'Intérieur, qui est un interlocuteur tout à fait judicieux et adapté et dynamique, un interlocuteur vis-à-vis des industriels qui permet de retrousser les manches ensemble et de s'y mettre, de faire des propositions, d'étudier sur le fond ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, sur le plan du droit, sur le plan des pratiques, sur le plan des recommandations, et de dire, tenez, tentons des choses, faisons des expériences, faisons des expérimentations, mettons-nous des objectifs. Ça, c'est quelque chose qui commence à bouger. Par contre, il y a effectivement dans l'appareil un certain nombre d'inerties, de gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler comme ça, au niveau de certains effecteurs de l'administration. Et là, il y a beaucoup de travail de prosélytisme à faire dans l'administration elle-même et même dans les collectivités territoriales, bien que certaines soient en pointe. Je reprends l'exemple de l'évaluation. Sur l'évaluation, on a tout ce qu'il faut. On a des parlementaires qui sont là pour vérifier et mettre sur place la LOLF. On a des organismes comme la Société française d'évaluation, qui est un truc extraordinaire, qui est très peu connu, qui sait justement évaluer les politiques publiques à travers des indicateurs et avec des effecteurs. On a même les cours des comptes qui sont là pour y travailler. On a, je dirais, des gens qui peuvent, avec les industriels, se mettre autour de la table et dire comment on va évaluer les progrès. Sur tous ces chantiers, il y a des bonnes volontés, il ne faut pas les décourager et il faut aller sur des choses concrètes. Ce qui manque un petit peu, pour répondre à votre question, c'est, de même qu'on a la DEMIS au ministère de l'Intérieur, c'est d'avoir des équivalents dans d'autres ministères
filières concernées par la sécurité. On a un silence radio complète qui frise l'autisme au niveau du ministère de la Justice. On a quelques interlocuteurs sur le MEDE, sur l'environnement, les transports, etc., tout l'aspect sécurité. Et puis au-delà de ça, il faut un petit peu se gratter la tête pour arriver à trouver des interlocuteurs. Et on tombe sur des gens fort sympathiques, mais qui n'ont aucune habitude culturelle de réfléchir filière et de réfléchir en coproduction de sécurité entre le secteur public et le secteur privé.